Qui ici a déjà entendu parler de Disney? D'accord. Je suis Spartacus. Vous connaissez tous les célèbres citations de ce film. Je suis Spartacus. On est tous Spartacus. Donc, c'était impossible de savoir lequel était le vrai Spartacus. Donc, on a parlé tout à l'heure des identifiants pour les produits, dans l'ISBN. On a parlé de l'identifiant pour le fichier Onyx, le Record Identifier, et les identifiants sont là pour permettre à faire les différences entre deux éléments qui se ressemblent. Et aussi de faire des liens entre des choses qui sont la même chose. Sameness. Je ne vais pas, et ce genre de choses dans le même domaine, ou qui sert à la même chose. Je ne vais pas entrer dans un débat philosophique que c'est la même chose, parce qu'il y a les débats sur le bateau de Theseus. Donc, si le bateau était entièrement réparé, est-ce que c'est toujours la même chose? Voilà. Et puis on a des identifiants qui sont là pour faire le pont entre d'autres identifiants. Donc, voilà. Donc, juste pour nous rappeler ce que c'est un identifiant. C'est la façon de nommer quelque chose. Pour nommer une entité, un réseau, ça peut être quelque chose, un objet physique ou un objet numérique. Ça peut être un concept abstrait, ça peut être une personne, ça peut être une organisation, ça peut être un lieu. Normalement, c'est un simple chaîne alphanumérique. Parce que les identifiants comme mon nom, je m'appelle Chris Sainer, mais je m'appelle Christopher Sainer. Et donc, il y a une ambiguïté déjà dans ça. Donc, la façon que nous, on nomme les choses n'est pas assez précis. C'est des identifiants un peu souples. Des identifiants devraient être uniques dans l'espace dans lequel ils sont utilisés. Ils devraient être persistants et l'identifiant lui-même ne devrait pas avoir un sens. Comme je disais tout à l'heure avec l'ISBN, malheureusement, par coïncidence, il y a aussi un élément qui peut être utilisé pour identifier autre chose dans l'identifiant. Mais l'identifiant n'est pas là pour ça. Donc c'est pour ça que normalement c'est juste une chaîne alphanumérique. Il faut, s'il y a ces identifiants, il faut qu'on ait confiance dans ces identifiants. Il faut que ça vienne d'une organisation ou quelque chose où il y a une gouvernance, une utilité, et on sait que c'est fiable. Et chaque identifiant doit avoir un minimum de métadonnées pour l'identifier, pour désambiguiser. Voilà. Certains identifiants, vous devrez reconnaître certains mots. Donc, on a des identifiants dans le monde de la musique, on a des identifiants dans le cinéma, mais aussi des identifiants dans le livre, l'ISBN. On a les identifiants le Global Location Number, qui peut être utilisé pour identifier un lieu de stockage, un bureau, etc. Donc il y a beaucoup d'identifiants, et tous ces identifiants sont gérés par une organisation ou quelque chose. Donc soit une organisation internationale ou des organisations c'est lié à les industries. ISWC, ISMN, International Standard Music Identifier, le ISWC, j'oublie. C'est la musique ou le cinéma? Je ne sais plus.
Et là, on va parler d'un identifiant qui est relativement récent. C'est le International Standard Name Identifier. C'est un identifiant d'identité publique. En français, c'est le Code international normalisé des noms. Donc c'est un nom ISO. Donc c'est reconnu par l'organisation ISO. Donc qui donne cette validité à ce nom. Et c'est pour l'identification de l'identité publique des parties dans l'industrie de créative. Ces parties peuvent être des personnes, des organisations ou même des personnes fictives. Par exemple pour les pseudonymes ou les personnages fictifs. Mickey Mouse, il a un ISNI maintenant. C'est là pour éviter des ambiguïtés entre des anonymes. Il y a des applications évidentes pour ce genre de choses, pour faire des communications entre des matières de droit, de royalties, pour faire des recherches, et aussi pour faire des liens entre des données qui viennent de sources différentes et dans des médias très différents, à travers les différents domaines. Donc avec un identifiant comme ça, on peut faire des liens entre le monde des livres, la musique, le cinéma, l'art, etc. Je vais vous montrer un exemple. Richard Holmes. Il y a deux Richard Holmes qui existent, qui écrivent des livres. Donc, un Richard Holmes, c'est un historien qui écrit des livres d'histoire qui sont publiés par HarperCollins. Malheureusement, l'autre Richard Holmes, c'est aussi un historien qui publie des livres chez HarperCollins. Un Richard Holmes, c'est un monsieur qui commence à perdre ses cheveux et qui porte les lunettes. Voilà. Donc, je crois qu'il était obligé de raser son moustache. Ou l'autre a fait pousser la moustache pour faire la différence. Et donc, ces deux, ils ont un ISNI. Par exemple, j'ai vérifié ce week-end sur la page d'Amazon. Tous ces livres sont attribués à lui. Et donc, HarperCollins doit avoir un moyen donc il doit vérifier par ISBN chaque fois. Mais chaque Richard Holmes a un identifiant unique qui peut servir à faire la différence entre ces deux. Un autre exemple qui vient des années 80, Julian Cope, qui était un chanteur de le groupe The Teardrop Explodes, il continue de faire la musique. Mais aussi, c'est quelqu'un qui a fait des formations d'archéologue et qui écrit beaucoup de livres sur de préhistoire dans les îles britanniques. Et donc, Julian Cope, une personne qui est le créateur de cette musique et ses livres, il a un identifiant unique. Et donc, cet identifiant unique, sur lui, vous fait le lien entre la musique et le livre. D'autres exemples de Disney. Vous connaissez tous J.K. Rowling. Voilà. Donc elle a un ISNI, tant de créatrice de... Comment s'appelle ce livre? Harry Potter. Mais elle a aussi écrit sous un pseudonyme, Robert Galbraith. Donc Robert Galbraith, parce que c'est le personnage qui a créé le livre, a son propre ISNI. Cet ISNI a un lien avec l'autre, il y a toujours un lien, mais Robert Galbraith, c'est le personnage public qui a créé les livres. Et Newt Scamander, qui a écrit le livre Fantastic Beasts, il a aussi un ISNI, même si c'est effectivement J.K. Rowling. Kenilworthy Wisp, pareil. La Quidditch for Beginners, pareil, c'était juste J.K. Rowling qui a fait ça, mais
cette entité a aussi un ISNI. Tous ces ISNI sont liés. Albus Dumbledore est également un ISNI parce qu'il a fait le préface de Quidditch pour les débutants. Et donc, on a un moyen d'identifier 7 personnages. Et tout ça, ça va être lié, tous ces ISNI vont être liés ensemble. Éditeur a également un ISNI. Parce qu'on a publié beaucoup de matériel, on a publié des documentations, certaines qui ont un ISBN. C'est pas simplement parce que quelqu'un d'éditeur travaille dans des agences internationales. Tintin a un ISNI. Parce qu'il y a un groupe de musique hollandais qui s'appelle Tintin aussi. Et donc, Tintin parce que c'est un personnage, mais c'est aussi une marque, parce que c'est une entité de le monde créatif. Donc il a aussi également donné un ISNI. Donc, à quoi ressemble un ISNI? On a cet exemple. Et donc, ça c'est un ISNI et ça c'est l'ISNI de Gabriel Roy. Et donc, ça c'est la façon normalement qu'on présente l'ISNI au public, à une personne qui regarde. Mais ça c'est uniquement pour la présentation. Donc, avec le ISNI, et traditionnellement c'est divisé comme ça, dans les 4, 4, 4. C'est 15 décimètres, basé sur 10, comme pour l'ISBN, qui veut dire que c'est un check digit à la fin, et ça peut être un X également, comme pour l'ISBN. Et donc, un ISNI n'identifie pas une personne ou un nom. Donc, s'il y en a parmi vous qui a créé quelque chose, ou créé la musique, ou participé à notre procès créatif, vous pouvez avoir un ISNI. Mais c'est pour identifier que la personne publique. Donc c'est pour ça que Robert Galbraith, même si c'est J.K. Rowling, a un ISNI, parce que c'est une entité publique. Donc, et cette personne peut être donc, un individu, peut être un groupe, donc peut être une organisation. Ça identifie le personnage. Et en Onyx, c'est le contributeur, c'est un personnage. Donc le ISNI n'identifie pas d'informations personnelles ou d'informations privées sur ces personnages. C'est que l'identité publique. Et c'est indépendant de la présentation, l'autographe, le script, etc. Et donc, quelques exemples. Fyodor Dostoïevski, donc écrit en cyrillique. Ruth Rendell, qui a également écrit sous le pseudonyme Barbara Vine. Donc, les pseudonymes connus peuvent être liés. Donc, Ruth Rendell a un ISNI, mais Barbara Vine a un ISNI, et les deux sont aussi liés. Et puis aussi, on a un ISNI pour l'identité publique de Sue Welfare. Mais il n'y a que certaines personnes qui savent vraiment Sue Welfare. Mais elle écrit sur ce nom-là. Graham, un éditeur, il sait qui c'est, mais il refuse de me dire. Parce qu'apparemment, c'était une partie de contrat, il ne veut pas, ou il ne veut pas, qu'on sache qui c'est. Mais on peut lier toutes les œuvres associées, ou toutes les identités associées à Sue Welfare, la personne qui crée des choses. ISNI, l'organisation internationale, était incorporée au Royaume-Uni comme organisation à but non lucratif. Il travaille avec plusieurs partenaires, donc des organisations comme CISAC, OCLC, il y a des bibliothèques nationales, et puis il y a des autres agences d'enregistrement
dans différents domaines et dans différents pays. C'est pas comme l'ISBN, l'enregistrement n'est pas payé, souvent c'est par domaine, etc. Donc il y a des agences d'enregistrement. YouTube, maintenant, c'est une agence d'enregistrement parce qu'ils sont en train d'attribuer un ISNI à tous les musiciens. BTLF, maintenant, c'est une agence d'enregistrement pour l'ISNI aussi. La Bibliothèque nationale d'Espagne vient de devenir une agence d'enregistrement. Donc, BNF en France, British Library au Royaume-Uni, donc ils sont tous des agences d'enregistrement. Il y a l'intérêt des différentes organisations de cinéma. L'équivalent de Cinémathèque française au Royaume-Uni et aux États-Unis sont tous les deux intéressés par le concept Disney aussi. Donc, c'était non publié par ISO en 2012. Et le système d'enregistrement central est développé et exploité par OCLC, donc, qui est l'organisation qui gère les données pour les bibliothèques. C'est une organisation mondiale donc, qui avait déjà une énorme base de données d'informations. Ils ont travaillé étroitement avec le BNF à Paris et le British Library au début sur les premières parties, les premières données. Et parce qu'ils avaient déjà aussi le BIAF, la base de données BIAF, au moins 10 millions de ISNI étaient attribués grâce à ça, mais maintenant il y a énormément, grâce à YouTube, qui est vraiment en train de travailler énormément sur l'attribution de ISNI aux personnes dans le monde musique parce qu'ils avaient des énormes problèmes avec les paiements de royalties sur ça. Ça devient une obligation, je pense, si on veut avoir une vidéo de musique sur les chaînes officielles de YouTube, il faut avoir. Et parce que YouTube insiste, maintenant les grosses sociétés de musique aussi commencent à insister sur l'utilisation des ISNI. Donc c'est un identifiant qui traverse plusieurs secteurs culturels. Voilà. Ça c'est le site Disney. Et il y a l'information sur comment ça marche. Puis il y a des ressources. Aussi un moyen de faire des recherches. Simplement faire une recherche. Donc on peut regarder personne par personne pour voir si un de vos auteurs ou si un de vous a déjà un ISNI ou si vous avez un ISNI en tant qu'éditeur ou marque. Après on a des résultats. Donc ils montrent au public parce que la base de données OCLC a aussi d'autres éléments de métadonnées qui ne sont pas visibles au public pour des raisons diverses. Mais pour le public, on peut voir donc, des différentes façons d'écrire le nom dans des différents scripts, des dates, donner des normes associées, donc c'est soit des traducteurs, des coéditions, etc. Et certains titres. La base de données Disney n'est pas censée être une liste totale de tous les titres, par exemple, d'un écrivain. C'est juste des éléments de métadonnées qui peuvent confirmer l'identité de cette personne. Et après, voilà, pour voir en plus de détails, ça. Et si vous regardez la page de Wikipédia, maintenant, il y a toujours l'ISNI. Et donc, Wikipédia utilise l'ISNI de faire les liens entre les différentes versions, mais aussi quand on fait des recherches. Et une autre chose. Donc, je vais regarder un autre, mais juste pour montrer ça, le boîte jaune. C'est très utile. Si vous êtes sur ce site et vous remarquez qu'il y a une erreur, ou que vous voyez qu'il y a deux ISNI pour le même personnage, etc., vous pouvez utiliser ça pour informer. Donc, il y a des équipes de contrôle de qualité à le British Library et au BNF. Donc, si vous écrivez en français, c'est l'équipe de BNF, normalement, qui va regarder ça. L'équipe de British Library reprend très vite. L'équipe de BNF, c'est un peu plus... Parce que British Library a mis plus de personnes sur ça. Donc, ils essaient de faire des contrôles de qualité. Parce que c'était des choses qui étaient prises de bases de données. Et donc, on sait qu'il y a des choses parfois qui ne sont pas correctes.
Et donc, ça, c'est une ISNI de quelqu'un d'autre, Se-Young Han. Donc, elle a un ISNI. Elle est coréenne. Et c'est un écrivain. Donc, on a des différentes façons d'écrire son nom, et dans des différentes langues qui utilisent des caractères latins. Et donc, on peut identifier cet auteur, mais ça permet à faire les différences entre les deux Se-Young-un, parce que celui à droite, elle est chanteuse, fait des voix pour les video games, et c'est une actrice également. Voilà. Et comme je vous avais montré tout à l'heure, ça c'est comment on ajoute l'ISNI dans le Onyx. Donc ISNI. Donc l'ISNI permet l'identification des parties auprès de plusieurs éditeurs. Donc s'il y a le même auteur qui est publié chez plusieurs éditeurs en plusieurs langues, et dans les différents secteurs culturels. Donc un auteur qui également fait des musiques, ou des auteurs qui sont des acteurs, etc. On peut faire des liens comme ça. C'est possible de faire l'amélioration de marketing sur les contrôles des droits des auteurs, les gestions de droits, les catalogues de bibliothèques, des liens vers Wikipédia, etc. Le ISNI, c'est un bon moyen de faire ces liens entre différentes sources, parce que des moteurs de recherche comme Google va chercher, si on cherche l'ISNI, ou si on cherche l'identité publique qu'on connaît, dans la langue qu'on connaît, ça va aussi créer des liens avec d'autres versions de ce même nom. Comme je disais tout à l'heure, YouTube a adopté ISNI pour les performers dans la musique. Il commence à ajouter des ISNI pour les éditeurs et les marques d'éditeurs. Parce qu'il y a des moyens d'identifier les marques et les éditeurs au niveau de numéro de compte, numéro de TVA, etc. Donc, par rapport à un réseau social ou un business, mais c'est plutôt pour identifier ces organisations comme créateurs. Un exemple qui est très intéressant, c'est l'éditeur britannique qui appartient à Penguin Random House, Dorling Kindersley, donc DK, qui publie beaucoup de livres sur leur propre nom. Donc ils sont éditeurs, ils sont marques, ils sont aussi contributeurs, parce que beaucoup de leurs livres sont créés par des internes, et donc ils nomment personne. Et donc ça c'est un cas où un ISNI sera très utile à identifier quel est le rôle de DK comme contributeur, quel est le rôle de DK comme marque, et quel est le rôle de DK comme éditeur, et de faire les liens entre eux. Il est aussi possible de faire des liens vers des autres identifiants, comme le ORCID, qui est utilisé beaucoup dans le monde universitaire pour identifier des auteurs de recherche, et qui sont souvent liés aux subventions, etc., pour des recherches académiques. Il se peut lier au VIAF, qui est le nom qui était utilisé beaucoup dans le monde de bibliothèque pour identifier les personnages. Donc, ça c'est quelque chose qui est pris de le site de ISNI pour donner un sommaire. Donc c'était un identifiant qui permet à associer vos produits à d'autres produits de même créateur de manière autoritaire et cross-média. Voilà. Ça c'était une petite présentation d'ISNI. Est-ce que vous avez des questions? C'était juste... Une chose, c'est ISNI n'est pas un standard éditeur. Nous, on a juste... on fait des services d'administration, donc on s'occupe des finances, etc. Mais ce n'est pas un de nos standards. C'est un standard ISO. Mais, si vous avez des questions.
propos du pluralisme, en fait que c'est la même personne qui a plusieurs ISNI. Est-ce qu'il y a comme un principal et un secondaire, comme vous dites que c'était relié, mais il n'y a pas vraiment de relation hiérarchique ou... Si, il crée des relations hiérarchiques aussi. Donc, c'est le principal, oui. puis Oui. Donc chaque a son propre ISNI, mais le JK sera le principal, oui. Tout à l'heure, vous avez dit ce matin que certains identifiants étaient obligatoires dans Unix, dont l'ISBN. Est-ce que l'ISNI est... Non, je dis qu'un identifiant est obligatoire. Et parce que le fichier Unix est construit à partir d'un identifiant de ce produit. Mais c'est pas forcément l'ISBN. C'est le plus souvent utilisé. Et ce ne sera pas l'ISNI, parce qu'Unix identifie un produit. ISNI identifie un personnage. Par contre, vous pouvez mettre l'ISNI dans un fichier Unix. Après, cette information peut être utilisée pour lier. Donc, en interne, par exemple, un éditeur peut avoir un système de gestion de droits ou de contrats. On peut utiliser l'ISNI pour faire gérer ça vers le système qui va créer l'Unix. Pas d'autres questions sur l'ISNI et l'utilisation? Je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt au Canada sur l'ISNI pour l'avenir, donc je pense que ça va être intéressant. Sur le site de ISNI, vous pouvez trouver d'autres informations. Il y a des moyens de faire pour vérifier si vos auteurs ont déjà des ISNI. Et s'ils n'ont pas, donc maintenant il y a des agences d'enregistrement comme le BTLF par exemple qui peut vous aider à créer un nouveau ISNI.